On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec notre invité ce soir, Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Bonsoir. Vous rentrez d'Ukraine, vous étiez l'envoyé spécial de Paris Match qui consacre plusieurs pages dans le numéro qui sort demain à ce que vous avez vu. Vous étiez dans la région d'Odessa. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez vu de la situation de cette ville qui est clé, qui pour l'instant est relativement épargnée par l'armée russe, mais qui peut, si les villes alentours tombent, devenir une autre ville martyre comme Mariupol? D'abord, elle est déjà ciblée, parce qu'elle est ciblée par la terre, elle est ciblée par les airs et par la mer. Il y a en face d'Odessa une escadre russe qui tire à peu près toutes les nuits, qui lance des missiles, à la fois pour terroriser la population civile, pour les obliger à partir, pour tester les résistances et les défenses ukrainiennes et pour faire des dégâts. Donc elle est relativement épargnée, mais pas totalement. Et ce que j'ai vu, c'est au fond, comme dans toute cette Ukraine martyre et magnifique, c'est une résistance incroyable des populations civiles. C'est une des choses que je raconte dans ce reportage, parce que ça m'a vraiment bouleversé. Ça ne peut que bouleverser un Français, d'ailleurs, avec notre culture et notre passé de l'histoire de la résistance. C'est une résistance magnifique de la société tout entière. On va justement écouter quelques habitants de Mykolaïv. C'est à quelques kilomètres d'Odessa. C'est le dernier verrou, en vérité, qui retient l'armée russe de déferler sur Odessa. Écoutez leur résilience, leur façon de dire « nous allons rester sur place car c'est chez nous ». Ma mère vivait ici, elle était ici sur le lit. Environ un tiers de la pièce était en feu. Mon plus jeune fils et moi avons couru et l'avons sorti en un seul morceau, Dieu merci. On sait comment se réconforter ici. Nous faisons des crêpes, apportons de la confiture ou des boîtes de conserve maison. Nous restons ici de toute façon, parce que je suis chez moi et je ne partirai pas d'ici. Bernard-Henri Lévy, la nation ukrainienne s'est révélée à la lumière de ce conflit, de cette invasion russe, où elle existait déjà. Elle existait déjà. La nation ukrainienne, elle est plus ancienne que la nation russe, d'abord, historiquement. Depuis 2014, depuis la révolution du Maïdan, elle s'était constituée. La place du Maïdan à Kiev, c'était comme la place de la Bastille pour la Révolution française. C'est vraiment la constitution d'un peuple souverain. Mais là, en revanche, ce qui est en train de s'opérer, c'est cette insurrection populaire massive contre laquelle les Russes ne peuvent rien. La seule chose, vous savez, on raconte les chancelleries, la diplomatie, Xi Jinping qui parle à Poutine. Tout ça, ça ne compte pas face à ce que j'essaye de raconter dans Match, c'est-à-dire un peuple qui se soulève, un peuple qui dit non, un peuple qui dit, comme le peuple ukrainien, comme je l'ai vu à Odessa, je préfère prendre le risque de mourir debout que de vivre à genoux. Ça, Poutine ne peut rien contre ça. Les malheureux tankistes russes qu'il envoie comme de la chair à canon et qui se font carboniser dans leurs chars ne peuvent rien contre cet héroïsme des gamins que je décris qui fabriquent des cocktails Molotov, des femmes qui montent au front et qui se battent à leur manière, de cette garde territoriale constituée de jeunes gens ou de vieux messieurs qui n'ont parfois jamais tenu une arme de leur vie, mais qui se révèlent des résistants redoutables. Les Russes ne peuvent rien contre ça. Et si Poutine, aujourd'hui, je crois, a perdu, c'est à cause de cette résistance du peuple ukrainien, en particulier celle que j'ai vue, moi, à Odessa. De quoi ont besoin les Ukrainiens aujourd'hui? Est-ce que le président Zelensky demande des armes, demande des avions, ce que l'OTAN et les alliés ne lui donneront pas sous peine d'entrer en conflit direct avec la Russie? De quoi ont-ils besoin? Ils ont besoin d'armes, en tout cas. Vous savez, c'était le mot d'ordre de nos grands-pères, ceux qui avaient vu monter la menace fasciste et nazie, ils disaient des canons, des avions pour l'Espagne. À l'époque de Léon Blum, en 1936, il y avait quelques femmes et hommes en France et dans toute l'Europe qui scandaient des canons, des avions pour l'Espagne. Aujourd'hui, le président Zelensky et ses combattants et sa population ont besoin de canons et d'avions pour, comme il dit, fermer le ciel. Les avions, vous saviez que c'est impossible. Si nous envoyons des avions, ils rentreront en conflit direct avec les avions russes.
Écoutez, vous savez, On a un risque de troisième guerre mondiale. Je ne crois pas. Pour l'instant, il y a une chose certaine, c'est qu'on est tétanisé, pétrifié de terreur par Poutine. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est pas un risque, c'est déjà une réalité. Donc vous pensez qu'on aura et le déshonneur et la guerre? Je pense qu'on est sur ce chemin. Enfin, on pourrait être sur ce chemin-là, pour l'instant, tout de même. Oui. La communauté internationale s'est réveillée. Biden a enfin prononcé les mots forts qui convenaient en disant que Poutine était un criminel de guerre et méritait de finir à La Haye. Et la France est en pointe depuis le premier jour dans le soutien à Zelensky et dans la livraison d'armes. Et on le dit, ce qui est bien, ce qui est juste, on le fait pas sous la table. On apporte les armes vraiment. Donc la communauté internationale s'est réveillée. Mais si d'aventure nous entrions dans la logique de il faut que les Ukrainiens négocient, il faut leur tordre le bras, etc., je pense qu'on aurait le déshonneur et la guerre, oui. L'impuissance des Occidentaux, elle n'est-elle pas traduite par ces images du président Zelensky qui s'adresse par vidéoconférence au Parlement, à tous les parlements? Demain, ce sera le Parlement français qui va l'applaudir, la main sur le cœur, puis qui finalement ne pourra pas faire grand-chose en réalité. Écoutez, d'abord, la grande image, c'est pas l'impuissance, c'est Zelensky. Hein, cet homme que tout le monde prenait pour un clown et qui se révèle un chef de guerre. Tout le monde pensait que c'était Coluche et c'est Churchill. Ça, c'est la grande image. Churchill, hein. Vous allez jusqu'à la comparaison avec Churchill. Écoutez, moi, quand je vois ce jeune homme, ce chef d'État en sursis, sur lequel pèse une menace de mort, que les commandos Wagner cherchent à travers Kiev. Quand je le vois, tête découverte, seul, dans les rues de Kiev, s'adresser au monde avec ces paroles magnifiques, pardon, mais ça me rappelle en effet Churchill dans les rues de Londres à l'automne 1940, aux pires heures du Blitz. C'est, toutes choses étant inégales par ailleurs, c'est la même situation. Oui, il y a quelque chose de churchillien dans cet homme. Mais d'ailleurs, les hommes retrouvent il y a une mémoire de l'infamie et il y a une mémoire de la résistance. Il y a un des personnages dans mon reportage de match, là, le gouverneur de la région d'Odessa. D'Odessa, oui. Monsieur Marchenko, on vous a reproché d'ailleurs de l'avoir rencontré. Mais des imbéciles m'ont reproché de l'avoir rencontré. Il aurait fait partie du bataillon Haïdar, accusé de crimes de guerre par Amnesty International. Il a commandé le bataillon Haïdar au moment où le bataillon Haïdar, qui est un bataillon de volontaires. Il l'a commandé au moment où il s'est incorporé à l'armée régulière ukrainienne et où il l'a purgé des quelques éléments, en effet, peu recommandables qui avaient pu s'y incorporer. Parce que l'histoire des résistances, c'est toujours comme ça. C'était comme ça en France, c'est comme ça dans le monde entier. Les résistances, à leur début, elles prennent tout. Elles prennent les hommes et les femmes qui peuvent se battre. On ne leur demande pas à quel camp politique ils appartiennent. Et parfois, en effet, se glissent des gens épouvantables. Et il y avait dans certains bataillons de volontaires ukrainiens en 2014, bataillon Azov, plus que le bataillon Haïdar derrière, il y avait des néofascistes. Lui, gouverneur Marchenko, est un type formidable. Et lui me dit, et je ne suis pas sûr qu'il en ait été conscient, il me dit à un moment donné cette phrase que je rapporte dans Match, il y a un pacte séculaire entre Odessa et la France. Ça, c'est la phrase du général de Gaulle, le pacte entre la liberté et la France. Vous restez avec nous, on fait juste le rappel des titres. Il est 18h45, Bernard-Henri Lévy, on continue à parler de ce que vous avez vu sur place en Ukraine. À tout de suite. Trois étoiles pour les chefs français Arnaud Donquelet et Dimitri Droineau. Le guide Michelin leur a décerné la récompense suprême dans le monde de la gastronomie. Les deux chefs rejoignent le club très fermé des triplement étoilés. Ils sont désormais 31 en France. Total Energy n'achètera plus de pétrole russe d'ici la fin de l'année. Le groupe français vient d'annoncer sa décision. L'entreprise, qui a été critiquée pour ne pas avoir quitté la Russie, explique aujourd'hui prendre des mesures complémentaires face à l'aggravation du conflit en Ukraine. Et justement, nouvelle livraison d'aide d'urgence vers l'Ukraine. Un convoi de 100 pompiers français va acheminer demain 11 véhicules d'incendie, 16 de secours et 50 tonnes de matériel sanitaire. Des livraisons d'une valeur de plusieurs millions d'euros.
Bernard-Henri Lévy est notre invité exceptionnel ce soir, envoyé spécial de Paris Match en Ukraine à Odessa. Il était temps que certaines entreprises françaises, Total notamment, arrêtent le commerce avec la Russie. En même temps, voilà, c'était... Oui, parce qu'on finançait l'effort de guerre de Poutine. On continue à le financer. Et on continue. Les achats de gaz, je crois, pétrole. je ne suis pas un expert, mais représentent $1 milliard par jour qui vont dans les caisses de Poutine. Donc les armes qui bombardent les maternités, qui bombardent les hôpitaux, qui crucifient les civils, elles sont payées, les obus sont payés par l'argent que nous donnons pour nous chauffer. Donc il est temps, en effet, qu'on prenne ce petit risque-là, d'avoir peut-être un peu plus, de baisser notre chauffage peut-être d'1 degré au mois de novembre prochain pour sauver ces civils ukrainiens. On va écouter le président Zelensky justement à propos de cette échelle des sanctions. Soutenez des sanctions plus importantes contre la Russie. Un embargo complet sur le commerce, à commencer par le pétrole. Soutenez une interdiction d'entrée dans vos ports pour les navires russes, pour qu'ils ressentent le prix de leur agression et de l'exploitation minière de la mer. Aussi, il ne devrait y avoir aucune exception au régime de sanctions pour aucune banque russe. Ne permettez pas la crise alimentaire dans vos régions voisines. Aidez-nous, arrêtez le massacre, sauvez les familles ukrainiennes. Voilà pour le président Zelensky. Bernard-Henri Lévy, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Est-ce que nous sommes au maximum de nos sanctions? Non, Est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce que vous le demandez au président Macron, à ses homologues européens? Il faut faire exactement ce que vient de dire ce magnifique Volodymyr Zelensky. Il faut arrêter d'acheter du gaz. Il faut transformer la Russie tout entière, pour l'instant, en un État paria. Et je vous dis ça, vous savez, Dieu sait si... Moi, j'ai été nourri j'ai passé ma jeunesse à me battre pour les dissidents russes, à tenter de relayer la parole en Occident de Solzhenitsyn, de Sakharov, de tous ces dissidents. Mais aujourd'hui, compte tenu de ce que la Russie est devenue sous la férule de Poutine, il faut la transformer en État paria. Une espèce d'immense, c'est le plus grand pays du monde, géographiquement, une immense Corée du Nord. C'est comme ça. Tant qu'il ne se retirera pas d'Ukraine, il faut le traiter ainsi. Vladimir Poutine a beaucoup utilisé l'argument de la dénazification de l'Ukraine. Vous dites que l'antisémitisme, la question de l'antisémitisme est absolument centrale en Ukraine? Oui. Parce qu'il y a eu de l'antisémitisme. C'est un des pays de la Shoah par balle que le père Patrick Desbois a exhumé et étudié. Et c'est un des pays où le travail de mémoire, où le travail de deuil, où le retour sur les crimes commis en commun a été le plus loin. Il se trouve que j'étais au 75e anniversaire de la tuerie de Babi-Yar, qui est un des lieux de la Shoah par balle. J'étais là, je représentais le président Hollande. Et j'ai eu l'occasion, j'ai fait un discours, mais surtout j'ai beaucoup parlé avec les rescapés, les survivants, les enfants des survivants et les enfants des bourreaux. Eh bien, j'affirme que ce pays, qui est aussi l'un des pays du monde où il y a eu le plus de justes, c'est-à-dire le plus de sauveurs de juifs, il a fait ce travail sur lui-même. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que qui a-t-il élu président de la République il y a 2 ans? Ce jeune homme dont nous avons déjà parlé depuis le début de cette conversation, ce juif de l'oblast de Dnipropetrovsk qui s'appelle Volodymyr Zelensky. Voilà. C'est la preuve, c'est un signe en tout cas, c'est un signe, les preuves, il y en a beaucoup d'autres, que cette mémoire noire de l'Ukraine, elle a été beaucoup mieux exorcisée que par exemple en Russie. La médiation d'Israël, du Premier ministre israélien, est pour ces raisons-là, notamment, l'une des plus efficaces aujourd'hui? Je ne sais pas. D'abord, je ne sais pas si c'est la plus efficace. Je ne suis pas dans les arcanes de la diplomatie. Et je ne sais pas si le problème, c'est une médiation. Vous savez, à l'époque de l'hitlérisme, est-ce qu'il fallait faire une médiation entre l'Angleterre et l'Allemagne? Non, il fallait vaincre l'Allemagne. Il fallait la vaincre. Pour la sécurité du monde, pour la sécurité de l'Europe, il fallait que l'Allemagne soit chassée de France. Il fallait que l'armée allemande soit vaincue. Alors, c'est pas la même chose. Poutine, c'est pas Hitler. Mais enfin,
les méthodes, le discours, etc. Aujourd'hui, il faut que l'Ukraine gagne. Il faut d'abord, bien sûr, arrêter la guerre et que ces souffrances horribles s'arrêtent. Mais le vrai but que nous devrions tous poursuivre pour l'Ukraine, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour le futur de l'Europe, c'est que Zelensky gagne, c'est que l'Ukraine redevienne souveraine, c'est que Poutine reflue dans ses frontières. Quitte à garder la Crimée et le Donbass, c'est ce que disait le président Zelensky. Je suis prêt à discuter de ça. Voilà, on ouvre les négociations. En tout cas, c'est à lui de le dire. Je ne suis pas partisan que des médiateurs, et encore moins des observateurs, aillent lui donner des leçons. De rien du tout. Il n'a pas de leçons à recevoir. Cet homme qui se bat pour nous, cet homme qui se bat avec le drapeau de nos valeurs, cet homme qui est probablement plus européen dans l'âme que la plupart d'entre nous, il n'a de leçons à recevoir de personne. Alors s'il décide de lâcher la Crimée, ça c'est son problème. Mais moi, je pense que ce qui devrait animer les responsables occidentaux, les responsables du monde libre, c'est un souci, que l'Ukraine gagne et que la Russie perde. Pas qu'il y ait un compromis entre les deux. Peut-être ça finira comme ça, mais c'est pas souhaitable parce que un compromis entre Zelensky et Poutine, ça veut dire de nouveau une autre forme de désordre, de chaos ou de guerre dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Et si c'est pas avec l'Ukraine, ça sera avec la Moldavie, ça sera avec la Pologne, ça sera avec les pays baltes. Que répondez-vous à ceux qui disent finalement, on n'a pas écouté ce que nous disait Poutine depuis 2014, on aurait dû dialoguer un peu plus, on aurait dû entendre ce qu'il disait sur le glacis dont il voulait entourer ses frontières? Non, attendez. Moi je dis qu'on n'a pas suffisamment écouté les hommes libres, les journalistes, les âmes émancipées de Russie, qui nous disaient « Faites attention à Poutine, vous êtes en train de vous faire rouler dans la farine ». Nous n'avons pas suffisamment écouté nos amis polonais, qui nous alertent depuis très longtemps. Nous n'avons pas suffisamment écouté les Ukrainiens. Moi, ça fait 8 ans que, juste parce que j'écoute les Ukrainiens, je dis à qui veut bien m'entendre qu'il y a un danger imminent et mondial qui s'appelle Vladimir Poutine. Je le dis depuis des années. Et je le dis parce qu'encore une fois, j'écoute les gens, mes amis de Vilnius, mes amis de Cracovie ou mes amis de Kiev. C'est ça qu'on n'a pas... C'est ce que je dis là encore dans ce reportage de Match. On n'a pas assez écouté les lanceurs d'alerte, notamment ukrainiens, qui nous disaient « Faites attention à Poutine ». Pour lui et pour vous, il est dans une logique jusqu'au boutiste, Vladimir Poutine? J'en sais rien. Je ne suis pas dans la tête de Poutine et honnêtement, cette façon que j'entends tout le monde essaie de se mettre dans la tête de Vladimir Poutine, ça m'intéresse moyennement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider, d'encourager, s'il le souhaite, Zelensky à l'emporter, parce qu'il porte nos couleurs, parce qu'il défend le monde libre, parce qu'il défend les valeurs auxquelles je suis attaché et sous la tutelle desquelles je souhaite que mes enfants vivent après moi. Donc moi, c'est ça mon problème. C'est pas de savoir ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine, c'est de savoir ce qu'il y a dans les arsenaux de Vladimir Zelensky. D'accord. Volodymyr Zelensky, qui, lui, en permanence, nous demande des avions, nous demande de l'aider un peu plus. Vous trouvez les Européens timorés? Vous trouvez que voilà, on pourrait quand même faire un tout petit peu plus? Ils sont à mi-chemin. Je trouve que, contre toute attente, ils parlent d'une seule voix. Contre toute attente, ils ont renoncé à ils ont compris que pour que soit exaucé le vœu des fondateurs de l'Europe, c'est-à-dire la paix, il fallait être un peu moins angélique et en effet préparer la guerre. C'est ce qu'ont fait les Allemands. Maintenant, je pense qu'ils sont au milieu du gué et je crois que le soutien que nous apportons aux Ukrainiens devrait être encore plus ferme. Et tout ça est une question de discours. Pousser les Ukrainiens au compromis, s'ils le font, c'est encore une autre... Je vous répète, s'ils décident demain de se rendre, s'ils décident de négocier, c'est leur affaire. Mais ça n'est pas la nôtre. Voilà. Tant que Zelensky résiste, tant que la population tient, tant que ces femmes
incroyable de Marioupol décident de rester dans leur maison alors qu'il n'en reste que des murs broyés, nous devons d'être à leur côté inconditionnellement. Et c'est pas un conflit. C'est pas une guerre à égalité, c'est une guerre d'agression impérialiste, une cruauté insensée et d'une sauvagerie qu'on n'a pas vue, franchement, depuis la Seconde Guerre mondiale sur le continent européen. Moi, j'ai vu des guerres. Pour Paris Match, j'en ai couvert beaucoup. Autrefois, pour Le Monde, il y a une quinzaine d'années, j'en ai couvert beaucoup. Je n'ai jamais vu ça. J'étais à Sarajevo, j'ai tourné à vie. Je n'ai pas vu ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine de la part d'un homme que nous considérions comme un interlocuteur responsable et à qui on a passé 20 ans à dérouler des tapis rouges. Parce que c'est ça, la façon dont on a traité Poutine. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'être venu ce soir sur CNews et sur Europe 1. On retrouve votre reportage complet dans Paris Match à paraître demain. Merci à vous. Bonne soirée sur nos deux antennes.